Vision de l'actualité avec Paulo Dantas. Bonjour à tous et bienvenue à Vision de l'actualité. Ici Paulo Dantas, très content de vous retrouver encore une fois. Puis on va parler toujours des sujets qui vous intéressent et m'intéressent aussi aujourd'hui dans le cadre aussi du mois de la sensibilisation de la sécurité, de la cybersécurité. On s'intéresse à un enjeu souvent méconnu mais absolument crucial de nos jours. C'est les attaques contre les technologies opérationnelles qu'on appelle TO. À une époque où les tensions géopolitiques se multiplient et où aussi leurs organisations dépendent de plus que jamais de leur système technologique, les cybermenaces ne visent plus seulement les ordinateurs ou les serveurs. Elles ciblent désormais les machines, les équipements industriels, les infrastructures critiques aussi. Bon, bref, tout ce qui fait tourner notre société moderne. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Maxime Boutin, qui est cofondateur et aussi leader de la sécurité des TO chez VARS, c'est la division en cybersécurité de Raymond Chabot Grant Thornton, un expert reconnu en cybersécurité. Il accompagne depuis des années des entreprises, des organisations dans la protection de leurs systèmes technologiques les plus sensibles. Avec lui, on va essayer d'explorer la montée en puissance des attaques contre les technologies opérationnelles, l'impact aussi de l'intelligence artificielle dans la cybercriminalité, la vitesse fulgurante des menaces et surtout les mesures concrètes que les entreprises, aux grandes ou petites, doivent adopter pour se défendre. Sans plus tarder, je voulais dire, M. Boutin, bienvenue à l'émission. Merci, M. Dantas. Merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. C'est un sujet qu'on parle souvent, on voit beaucoup sur les médias, mais il faut mettre un peu les contextes pour nos auditeurs, parce qu'en octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On a choisi le mois d'octobre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les entreprises ici au Québec et au Canada? Se protéger des cybercriminels, finalement, donc de protéger ces environnements dans lesquels les entreprises évoluent, c'est l'objectif aujourd'hui de bâtir des protections qui sont robustes en termes justement de cybersécurité puis de se protéger des cybermenaces. Les acteurs malveillants sont de plus en plus structurés, ils sont de mieux en mieux financés. Et donc, si on veut avoir une chance de pouvoir répondre à cette menace-là, il faut soi-même se structurer puis mettre en place des protections qui vont être adéquates pour faire face à la menace. Et la question aussi que plusieurs personnes qui nous écoutent se posent et quand on voit passer les nouvelles, c'est pourquoi la cybersécurité n'est plus seulement un enjeu technologique, mais est devenue un enjeu stratégique pour des organisations. Parce qu'avant, on pensait, OK, c'est une question juste de technologie, mais aujourd'hui, ils ont allé au-delà de tout ça. Oui. Mais on parle beaucoup de gouvernance. Donc, la sécurité ou la cybersécurité, en fait, il y a 3 piliers fondamentaux. Les technologies, les personnes et les processus. Et donc, pour avoir un programme de sécurité de l'information qui se tient ou qui va être viable dans le temps, il faut adresser ces 3 piliers fondamentaux-là. Et donc, d'adresser chacune de ces parties-là de façon indépendante, mais cohérente pour pouvoir arriver à protéger son environnement, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et que toute organisation aujourd'hui devrait adresser. Et vous avez mentionné un de ces piliers, c'est les personnes. Puis on dit souvent qu'il y a toujours les maillons faibles, même si des compagnies, on voit de temps en temps qu'ils vont mettre, parce qu'il y a des compagnies qui mettent vraiment beaucoup qui investissent beaucoup, qui vont aller chercher des applications, la technologie, mais ces gens-là vont toujours, et comme ils connaissent un peu aussi ce côté-là, c'est toujours les maillons faibles, c'est la personne. Est-ce que l'effet personnel, c'est toujours les maillons faibles encore aujourd'hui pour essayer de protéger nos systèmes? Oui, et la raison pour laquelle c'est un maillon faible, parce que c'est souvent le maillon que les acteurs malveillants vont tenter de cibler. Et donc, par les stratégies d'ingénierie sociale
et par le fait, évidemment, que le sentiment humain, des fois le sentiment d'urgence ou d'autres sentiments peuvent être appelés par les acteurs malveillants à intervenir dans les segments initiaux, on va dire, d'une attaque, donc faire des attaques d'hameçonnage, faire de l'impersonnation, faire des fraudes du président ou d'autres types de stratagèmes comme ça. C'est quelque chose qui a historiquement toujours bien fonctionné pour les acteurs malveillants pour tenter de faire l'accès initial dans une organisation. Et donc, c'est ce qu'ils continuent de faire, de cibler ces utilisateurs-là. Et historiquement, les utilisateurs avaient un peu l'impression que la sécurité, c'était l'affaire des gens de TI ou des gens qui géraient les systèmes. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, c'est de renforcer évidemment le sentiment que chaque utilisateur à qui on donne un accès à un système ou à un actif informationnel a une part de responsabilité dans la sécurisation de ces environnements-là également. Par contre, ça ne peut pas se faire sans qu'on puisse donner aussi des outils à ces utilisateurs-là. La raison pour laquelle c'est un des piliers fondamentaux de la cybersécurité, c'est parce qu'on doit aussi faire des programmes de sensibilisation. Donc, on doit donner des capsules ou des formations pour enseigner les bonnes pratiques à nos utilisateurs, faire augmenter leur niveau de compréhension et de maturité, et de combiner ça souvent aussi avec des choses comme des simulations d'hameçonnage ou des choses qui vont pouvoir tester nos utilisateurs, non pas de façon malveillante, mais de façon proactive, à tester leur niveau de réaction et puis à pouvoir comprendre un peu de quelle façon ils pourraient réagir dans le cas où une attaque s'adresserait à eux. Ouais. On entend de plus en plus qu'on parle des attaques contre les technologies opérationnelles on appelle TO. Mais pouvez-vous nous expliquer de façon simple c'est qui sont les TO et c'est quoi la différence entre les TO et les TI qu'on entend souvent? Oui, donc les technologies opérationnelles, finalement, c'est ce qui va automatiser les environnements de production. Par exemple, dans une usine, historiquement, les usines avaient des environnements qui étaient clos, qui étaient hautement manuels, il y avait peu d'automatisation, peu d'ouverture vers les technologies ou l'extérieur. Évidemment, avec les années, avec l'évolution de la technologie, puis avec l'évolution aussi, ce qu'on appelle le fameux virage numérique et l'automatisation, qui est de plus en plus fréquente dans les organisations. Ça veut dire qu'on a une convergence au niveau des réseaux et donc on intègre les réseaux de production, les réseaux de technologie opérationnelle aux réseaux de TI ou technologie de l'information. Donc, les réseaux de technologie de l'information qui sont connectés aux serveurs, sont connectés aux fameux, à l'info nuagique, à ce genre de choses-là. On va chercher de la télémétrie, on va chercher des automatisations, on va chercher des nouveaux systèmes. Donc, on intègre de plus en plus ces environnements-là aujourd'hui. Et quand je vous entends, M. Boutin, c'est intéressant parce que ça donne un peu l'air des choses qu'avant, on voyait ça dans les films, vraiment les attaques, on dit ok, c'est une chose qui était très loin, mais aujourd'hui c'est très 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 proche. Puis ça m'amène à ma prochaine question, c'est quel type d'organisation mais si ça existe, mais quel type d'organisation sont les plus vulnérables à ces attaques contre leurs infrastructures? Est-ce que c'est les compagnies publiques, parce que des fois, peut-être on a tous vu ici au Québec, on a la difficulté de faire un système pour la SACLIC. Donc, c'est quelles compagnies qui sont plus vulnérables? Est-ce que les privés c'est plus vulnérable? On a vu aussi des fois des grandes compagnies comme des banques. Comment vous voyez ça? Ouais, vous avez mentionné le contexte géopolitique au début de la rencontre, de l'entrevue. Donc, ça, je pense évidemment que c'est un élément qui est vraiment essentiel aujourd'hui à prendre en considération. Parce que aujourd'hui, avec tous les conflits qui existent, il n'y a jamais eu autant de tensions, je pense, que depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a beaucoup d'États qui sont en désaccord avec plusieurs des politiques qu'ont adoptées le gouvernement canadien. Et donc, ces organisations-là, ces États étrangers-là ciblent de plus en plus les organisations qui vont se retrouver au Canada et vont tenter non seulement d'aller chercher de l'intelligence par rapport à ces différentes industries, aller chercher aussi de la propriété intellectuelle potentiellement, mais aussi potentiellement avoir la possibilité d'interrompre certaines infrastructures critiques. Donc, on parle
potentiellement de tout ce qui est réseau électrique, potentiellement de tout ce qui est traitement des eaux également pourrait être la cible, mais aussi tout le secteur manufacturier, parce que d'interrompre potentiellement le flot de production dans ces environnements-là pourrait avoir un impact au sein de la société, pourrait être quelque chose que ces acteurs-là pourraient viser à court, moyen ou long terme. Donc ça, c'est une partie. Puis il y a aussi les acteurs malveillants criminalisés, donc qui sont opportunistes et donc qui voient une opportunité parce que quand on ouvre finalement ces réseaux vers l'extérieur, donc quand on fait la convergence finalement de ces réseaux-là, ça veut dire qu'on augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque d'une organisation. C'est ce qui rend l'organisation, on va dire, visible à des acteurs qui sont à l'étranger ou qui ne sont pas nécessairement sur place, de pouvoir s'en prendre à ces organisations-là et pouvoir atteindre les environnements de production qui sont vraiment le cœur et les poumons de ces organisations-là. Donc, en atteignant le cœur et les poumons d'une organisation, en faisant une attaque, en potentiellement causant une panne dans les systèmes avec un rançongiciel ou quelque chose comme ça, bien évidemment que ça va forcer ces organisations-là à potentiellement n'avoir d'autre choix que de payer une rançon. Et quand je vous entends, je me pose la question, puis j'imagine que plusieurs personnes se posent aussi, on parle des géopolitiques, on parle des gens qui sont très loin, sont des gens qui sont... Mais quelles sont les principales motivations derrière ces attaques? Est-ce que c'est la recherche de profit? Est-ce que c'est la déstabilisation politique? Est-ce que je cherche une guerre économique? Parce qu'on se dit souvent que certains disent que la prochaine guerre, ça sera pas avec des armes, mais ça sera technologique. Mais c'est ça. Ouais. C'est quoi la motivation qui est derrière ces attaques, surtout quand ça vient de outre-mer? C'est ça. Ben, tout dépendamment de l'acteur, mais il y a des acteurs qui ont ces motivations-là, que ce soit dans un cas comme de causer justement des pannes au niveau d'environnement, justement, d'infrastructures critiques ou de monétiser des attaques. On a vraiment tout type d'acteurs, les activistes, donc qui viennent, qui sont souvent sponsorisés par les États, ou les acteurs qui sont vraiment là pour faire un profit, vont avoir l'intérêt justement de s'attaquer à ces environnements-là pour ces différentes raisons-là, effectivement. Mais vous avez mentionné une chose qu'on voit aussi souvent, les spécialistes parlent beaucoup, que certains activistes, on va mettre ça avec beaucoup de guillemets, des fois sont des agents vraiment nommés puis choisis pour faire, des fois, une chose ça a l'air banal, mais ils ont vraiment un but très, très précis de déstabiliser. Donc, avez-vous, mettons, vous connaissez beaucoup plus que moi ça, a-t-on observé récemment des attaques de ce genre contre les infrastructures ici au Canada? Oui, ben justement, le Centre canadien de la cybersécurité fait à chaque année un rapport par rapport aux menaces qui sont les plus présentes au sein de toutes les infrastructures canadiennes. Et puis, ben, le rapport pour cette année n'est pas encore sorti, mais si on se fie sur le rapport de l'année dernière, déjà, il y avait des inquiétudes par rapport aux infrastructures canadiennes qui sont dans le domaine manufacturier ou les infrastructures critiques. Et on identifie effectivement des États qui ont comme objectif de cibler ces environnements-là. Et puis souvent, au point que vous faisiez, c'est aussi des acteurs qui ne vont pas nécessairement interrompre quoi que ce soit dans l'immédiat, mais qui vont commencer à s'installer, à pouvoir avoir une certaine présence ou une certaine compréhension de ces environnements-là. Puis on l'a vu chez nos voisins du Sud, où ils ont découvert, il y a de ça quelques mois, là, que la Chine était dans certains de leurs systèmes. Ça faisait un certain temps en plus qu'ils étaient dans les systèmes. On parle de Volt Typhoon et Salt Typhoon, qui étaient des attaques qui ont été nommées spécifiquement pour ces acteurs malveillants-là qui étaient dans les systèmes. Et effectivement, l'objectif, c'était d'avoir une présence. Et si jamais il devait avoir un événement, donc on peut penser à différents types d'événements, probablement que l'événement qui nous vient en tête, c'est potentiellement la prise de Taïwan, justement, par la République populaire de Chine. Mais à ce moment-là, ça leur permettrait de pouvoir causer des dommages ou des problématiques qui vont
qui vont aller au-delà de la problématique qui est vécue à l'étranger pour pouvoir amener cette problématique-là directement sur la terre de ces acteurs-là qui ont pris fort. Et les rapports que vous avez mentionnés, est-ce que dans les rapports, ils donnent les noms des États qui font ça? Est-ce qu'on connaît certains États? J'imagine que on connaît un peu qui sont ces gens-là. La République populaire de Chine, évidemment, est un État qui est très, très actif. On a aussi la Russie qui est excessivement actif aussi. On a vu, évidemment, avec des actions en Ukraine ou ailleurs dans le monde. Également, l'Iran est actif aussi en termes d'acteurs malveillants au sein de, je veux dire, la géopolitique globale. On a aussi la Corée du Nord également, qui est à toute fin pratique le plus grand État, on va dire, criminalisé parce que ils font beaucoup d'attaques pour pouvoir monétiser et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs acteurs comme ça, effectivement, qui sont nommés à l'intérieur de ce rapport-là, qui sont en lien finalement avec plusieurs des attaques ou des intérêts qui peuvent y avoir. C'est super intéressant parce que je me rappelle quand il y avait l'invasion de la Russie dans l'Ukraine et quand ils ont commencé avec à aller doucement avant, mais la première chose qu'ils ont essayé de prendre en main, c'est l'infrastructure technologique, les câbles qui avaient des contacts. Mm-hmm. C'est vraiment visé aujourd'hui, avant de mettre de boots on the ground, comme on dit, ils ont voulu contrôler les technologies, les infrastructures, et par après, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. On a commencé avec la Crimée, puis après doucement, une fois bien installé, puis on voit aussi aujourd'hui dans certains pays, quand ils veulent couper leur population, ils attaquent vraiment la technologie, puis ils vont couper l'Internet, puis tout ça. Mais il y a encore un autre facteur qui, je pense que les cybercriminels utilisent davantage, on peut pas s'en passer, c'est l'intelligence artificielle. Parce que ça, j'imagine que ça les aide beaucoup. Puis comment cette technologie change-t-elle les paysages des menaces? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est certain que l'intelligence artificielle, c'est un incontournable. Et c'est un incontournable autant au niveau des systèmes de défense qui doivent être implantés dans les organisations pour pouvoir se prémunir d'une défense qui va être plus solide, évidemment, mais c'est bien évident que les acteurs malveillants utilisent aussi l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs attaques. Mm-hmm. Et de plus en plus aussi, avec le niveau de sophistication de l'intelligence artificielle, cette utilisation-là est vraiment accélérée. Et puis, on voit que de plus en plus d'automatisation dans ces attaques-là permettent à ces acteurs malveillants-là, que ce soit des groupes criminalisés ou non, de pouvoir être encore plus efficaces puis d'avoir une encore plus grande portée de ces attaques-là également. Une autre chose aussi, qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est une question des coûts. Il y a un coût économique pour les compagnies, il y a une question de réputation aussi, mais il y a aussi la question humaine d'une attaque aussi. Hein. C'est quand même une recette très explosive, tout ça. Oui, surtout quand on parle d'environnement de technologie opérationnelle, vraiment dans justement ces entreprises-là où on a justement des machines qui servent à faire la production, qui peuvent être automatisées à différents niveaux, mais on va avoir certains environnements dans lesquels, bien évidemment, interrompre justement ou manipuler les flux d'automatisation de ces machines-là peuvent aller jusqu'à des séquelles physiques graves, voire aller jusqu'à des accidents mortels également. Donc, c'est vraiment très important, évidemment, de protéger ces environnements-là pour de multiples raisons, mais effectivement, la santé-sécurité humaine en est définitivement une. Est-ce que ça se passe vite? Les gens s'aperçoivent même pas, puis une fois qu'ils pensent avoir les contrôles de certaines infrastructures, tu peux pas suivre un protocole une fois que tout est déjà contrôlé pour notre personne, puis est-ce que les PME aussi, parce que nous, on s'entend au Québec, c'est une province qui a beaucoup de PME, est-ce que les PME sont aussi visées ou c'est surtout les enjeux pour les grandes organisations aujourd'hui? Non, toutes les organisations sont visées. Honnêtement, aussitôt qu'on a une surface d'attaque, donc une présence en ligne qui permet à un acteur malveillant potentiellement de pouvoir s'infiltrer dans une organisation, et puis après ça, faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire se déplacer à l'intérieur de cette organisation-là pour pouvoir aller jusqu'aux environnements de production, mais on est une cible potentielle, c'est certain.
Et comme vous avez beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Quelle est la première erreur qui commettent encore trop souvent les dirigeants, puis en général en matière de cybersécurité? En fait, je dirais que la première chose, c'est évidemment de gérer ce risque-là de la même façon que les autres risques au sein de l'organisation sont gérés. Donc, gérer les risques au niveau de tout ce qui est cybersécurité ou environnement de production qui sont automatisés, ça devrait être un risque qui est géré au plus haut niveau, puis dans lequel on prend des orientations par la suite à déterminer quel est le niveau de risque acceptable de l'organisation, puis c'est quoi notre tolérance au risque pour pouvoir mettre en place après ça des contrôles qui vont pouvoir répondre justement à ces besoins de sécurité-là ou à cette gestion du risque-là. Et souvent, on a des environnements dans lesquels on n'a pas de visibilité pour la plupart, ou sinon, c'est très peu de visibilité. Puis il y a un concept fondamental, évidemment, c'est qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Et donc, de mettre des choses en place aussi pour pouvoir se prémunir de ces attaques-là, c'est vraiment essentiel. Parce que les compagnies sont quand même devant un paradoxe. Avant, on pensait que tout ça, comme on en parlait avec tantôt, que c'était une chose que ça avait l'air de très de la science-fiction, que c'est une chose qui était très, très, très loin de nous autres. Mais aujourd'hui, d'un côté, tu as des compagnies qui ont besoin d'optimiser. Quand on parle, mettons, de la logistique, quand on parle les machines sont partout, mais quand les compagnies commencent à implanter ces systèmes, je pense qu'avant, ils n'avaient pas cette chose derrière la tête, dire, OK, il faut penser. Mais aujourd'hui, tu peux pas penser à optimiser, mettons, toute ton industrie, tes machines, sans avoir tout le temps la possibilité que quelqu'un, quelque part, va essayer, peut-être, parce que tout le monde peut être une cible, comme vous avez mentionné. Donc, ça fait, je pense que ça devient comme une obligation. Dès que tu vas penser à optimiser quelque chose, si tu vas ajouter technologie, il faut que tu penses, est-ce que je peux être une victime ou que je peux être une cible aussi? Oui, tout à fait. Puis c'est pas le premier réflexe, effectivement, quand on passe à faire de l'automatisation ou à optimiser ces processus avec justement de l'automatisation. Mais par contre, ça définitivement qu'il y a un risque qui est associé à ça. Puis que c'est définitivement un risque qui devrait être pris en considération le plus tôt dans le processus, évidemment, pour pouvoir s'assurer que peu importe quelles belles optimisations, belles automatisations on va mettre en place, que ça ne sera pas une opportunité justement pour un acteur malveillant de pouvoir s'immiscer et puis de causer des interruptions et une perte de contrôle de son environnement de production. Et peut-on dire aujourd'hui aussi, parce que c'est plus la science-fiction, mais peut-on dire qu'aujourd'hui, il y a des machines qui attaquent maintenant d'autres machines sans intervention humaine? Parce qu'avant, on avait tout le temps quelqu'un qui était là en train de chercher dans l'Internet la faiblesse. Mais aujourd'hui, avec, comme vous avez mentionné auparavant, l'intelligence artificielle, l'automatisation, est-ce qu'on a des machines qui attaquent d'autres machines sans intervention humaine directe? Pas encore. C'est sûr que l'automatisation s'accélère, mais il y a quand même toujours le besoin d'avoir une certaine partie humaine à un certain moment. Certaines phases, on va dire, de l'attaque sont automatisées et sont automatisables, alors qu'il y a d'autres phases de l'attaque où ça va requérir une intervention humaine. Mais il y a de moins en moins d'intervention humaine qui est nécessaire. Puis il y a même une équipe de chercheurs qui ont réussi à automatiser une attaque de A à Z par l'intelligence artificielle, mais c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui utilisé de cette façon-là, en tout cas pas à notre connaissance. Puis on peut voir aussi dans les interventions qu'on fait en réponse aux incidents et ainsi de suite, il y a encore des traces, on va dire, humaines dans les processus de ces acteurs malveillants-là, mais clairement, on voit qu'il y a aussi de plus en plus d'automatisation puis d'intelligence artificielle qui est utilisée. Voyez-vous aussi un risque parce qu'on parle beaucoup de la course technologique, tout le monde essaye d'aller plus vite, puis une autre chose que je pense que c'est difficile pour les compagnies et pour les citoyens aussi, nous en tant que citoyens ordinaires, c'est que la vitesse qui ça roule, les développements, les gouvernements sont pas capables de suivre. Les lois, quand sont capables de légiférer sur une chose, les criminels sont déjà 10 fois en avant. Comment voyez-vous cette course technologique et entre les cybercriminels et notre gouvernement? Est-ce qu'à un moment donné, ça va être impossible à suivre parce que ça devient difficile? Il faut le dire, ils sont plus vite que nous autres, mettons.
Ouais, c'est très difficile. Non seulement ils sont extrêmement efficaces, évidemment, dans leur approche. Puis la raison pour laquelle ils sont efficaces dans leur approche également, c'est parce qu'ils monétisent beaucoup de ces attaques-là. Puis ça leur donne énormément de moyens pour pouvoir perpétrer ces attaques-là. Ça, c'est une chose qui est évidemment très importante. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'ils ont un peu le beau jeu. Dans le sens de dire qu'un acteur malveillant doit trouver une brèche à l'intérieur d'un réseau pour pouvoir justement potentiellement avoir un point de pivot puis commencer à faire une attaque, alors que l'organisation, elle, doit protéger l'ensemble justement de ce qui est exposé et qui pourrait potentiellement être abusé par un acteur malveillant. Et donc, effectivement, de toujours garder le dessus sur ces acteurs malveillants-là, ça requiert évidemment des équipes spécialisées, des gens qui ont des outils, des façons de faire qui vont permettre de pouvoir avoir une chance de pouvoir s'en tirer. Mais au point que vous faisiez, effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas en avance, évidemment, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au Québec et au Canada en général. Il y a de la volonté, évidemment, on peut voir la loi 25, des choses comme ça qui sont un peu du rattrapage, on va dire, là, par rapport à la conformité. Mais il y a encore beaucoup à faire, puis ça va être un travail de longue haleine, ça c'est certain. Monsieur Boutin, je sais que je vous laisse, mais il faut que je pose la dernière question pour vous. Et je pense que tout le monde se pose cette question aussi, après tout ce qu'on a parlé. Est-ce que le Canada et le Québec aussi sont-ils suffisamment préparés pour faire face à des attaques d'une grande envergure sur leur structure critique, pensez-vous? La réponse, c'est non. De mon avis, puis de l'avis qui est partagé par plusieurs professionnels puis experts dans le domaine, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis le niveau de préparation augmente. Il y a une conscientisation qui se fait de plus en plus. Mais il y a vraiment du travail à faire pour pouvoir arriver à un moment où on va être sécurisé, à un point où on va pouvoir se sentir confortable de dire mission accomplie. Puis est-ce que la mission ne sera jamais accomplie vu qu'on a toujours un adversaire? Il va peut-être toujours avoir quelque chose à faire et à regarder. Mais en tout cas, en général, à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, c'est certain. Monsieur Boutin, très clair. On a fait un voyage de science-fiction actuelle, mais c'est super intéressant. Monsieur Boutin, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Maxime Bottin, cofondateur et leader de la sécurité de Théo chez VARS, la division de cybersécurité de Raymond Chabot Grant Thornton. Et voilà, comme ça se termine notre émission de cette semaine. Merci beaucoup vraiment à M. Bottin qui vient nous parler vraiment d'un enjeu très important que c'est la cybercriminalité. À la régie, Daniel Fortin. Moi, c'est Paulo Dantas. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Restez à l'antenne de Radio-VM. Et c'est sûr qu'on se revoit la semaine prochaine pour parler encore des enjeux de notre société. À la prochaine. Bye bye.